Dona Camilla Bustamante. Chapitre 1. Le salon de Dona Camilla s'ouvrait sur l'abîme. La maison des Bustamante, en effet, s'élevait à l'extrême du quartier le plus abrupt de la Passe, qui surplombe un précipice. Dona Camilla, en cela comme en toute autre chose, avait exercé son privilège et tenait l'appartement où se pouvaient capter toutes les lumières du jour et de la nuit, les silences qui expiraient du gouffre. Pourtant, quand les vents étaient trop agressifs, ou que les éclairs léchaient son balcon, elle se réfugiait dans les chambres de la rue, chez ses sœurs. L'une de ses sœurs s'était laissée épouser par le docteur Belmez. Et celui-ci, avec la sollicitude dont il comptait m'investir, m'avait présenté dans cette difficile maison où il était toléré, ainsi qu'un autre gendre. Car des 3 sœurs de Dona Camilla, 2 étaient mariées. Dona Camilla, qui avait repris le nom de Bustamante, avait elle-même été mariée, ce qui maintenant paraissait encore plus incroyable qu'au moment où cela s'était fait. Quel homme avait pu briguer une fiancée aussi belle, aussi orgueilleuse, aussi intolérante? Toute sa famille, où il n'y avait que des femmes, ne vivait que pour elle. Royaume des Amazones. Pourtant, il y avait là les poitrines les plus entières qu'on pût voir à La Paz. Il y avait même dans le délabrement de celle de la mer un souvenir majestueux. Et au théâtre, c'était toujours un plaisir populaire que d'épier au fond de la plus belle loge le hautain recul de ce trésor multiple sous les mantilles. Royaume des Amazones, à cause de l'orgueil, du dédain. Couvent aussi à cause de la concupiscence pour les choses de l'esprit qui régnait dans ce lieu retiré, où du reste, en dernier ressort, on n'obéissait qu'aux superstitions du cœur. Gynécée, enfin, puisqu'il y avait là les maris des 2 des Bustamante, et qui étaient admis à faire des enfants autant qu'ils pouvaient. Mais hommes, enfants, animaux, serviteurs, ne respiraient que pour Dona Camilla. Désespérant de trouver un héros, partageant en cela le sort commun des vierges, elle avait épousé le premier venu. Elle l'avait pris parce que, quelques jours, elle l'avait cru beau et intelligent. Mais la beauté ne dure pas aux yeux de qui a besoin d'autre chose et s'aperçoit que la lampe est sans huile. Bien avant même la cérémonie fatidique, Camilla avait su qu'elle s'était trompée. Mais elle n'avait pas reculé, se disant que mieux valait en passer par là une fois pour toutes. Elle se disait intangible. L'Opaquetalon avait voulu exercer son droit. On avait feint de le laisser faire, puis on l'avait vivement débouté. Bref, après quelques jours de mauvaise humeur, puis de scènes inexpiables, Camilla lui avait envoyé à la tête quelques pièces d'argenterie et l'intrus en était bel et bien mort. La légende, répandue par la famille, d'un accident n'avait trompé personne à La Paz, mais avait été admise par tout le monde. Ensuite, Camilla s'était renfermée avec ses sœurs dans la solitude où elle se complaisait auparavant. Solitude entr'ouverte aux curiosités et aux admirations du dehors, solitude farouche et moelleuse, enfantine et grave, encombrée de musique, de livres, de bonbons, de rires et de disputes de petites filles. On ne sortait jamais, si ce n'est pour aller à l'église et quelquefois au théâtre. Ou chaque année pour quitter la ville et gagner l'estancia favorite du côté de Santa Cruz. On était allé en Europe, 2 ans, et on disait que Camilla y avait trouvé un amant. Elle se faisait présenter les hommes qui pouvaient être soupçonnés de quelque intérêt, mais d'ordinaire, elle ne les revoyait pas après leur première visite. On les lui prêtait tour à tour comme galants, mais ses rares familiers juraient que, par mépris, elle était aussi pudique que ses sœurs, dont 2 étaient matrones et la dernière... Mais je reparlerai de la dernière. La grande passion de Camilla était la musique. Et ce fut à cause de ma guitare que je m'introduisis là comme ailleurs. Je pus y rester. Je fus enchanté de trouver au milieu du désert cette petite oasis. Il n'y avait que dans quelques mauvais lieux éclatants de la verve populaire que je pouvais trouver de pareilles aises.
On ne peut jouir de son peuple qu'aux deux extrêmes, chez quelques simples et chez quelques raffinés qui, par instant, retrouvent la simplicité à force de dépouillement et alors vous la rendent, avec une acuité rare. Rare chez nous d'autant plus qu'ils ont gardé au fond du cœur la source primitive des passions. Les quatre sœurs Bustamante étaient belles. Et pendant quelques semaines, je perdis le sens au milieu de ce tourbillon de charmes et de grâces, de noblesse prodiguée, de pureté obscène, comme ventre de petite fille, d'intuitions implacables comme le fer du cheval qui s'imprime dans la poussière, de rires à ameuter ensemble les démons et les anges. Elles savaient tout et ne savaient rien. Elles avaient toutes les audaces, juraient comme des muletiers et rougissaient pour des vêtis que leurs caprices inventaient. Au demeurant, elles étaient toutes admirablement pâles, avec des lèvres sanglantes. Mais la pâleur de Camilla, certes, dépassait celle des autres par son velouté de fruits de lune, son opulence de rose de nuit. Elle était très grande et très puissante et menacée d'un léger embonpoint à cause de l'inertie où elle demeurait 10 mois de l'année, et bien qu'à l'Estancia, elle montât selon la complaisance éperdue des Amazones. Ses yeux auraient eu un éclat excessif peut-être, s'ils n'avaient été voilés par la douceur de la myopie. Son front était dur comme le fronton d'un palais. Ses dents marquaient une santé féroce, un défi séculaire. Ce qui serait utile dans un portrait, ce serait de suggérer les mesures anatomiques, de pouvoir révéler l'intime harmonie d'une ossature. C'est là qu'est la seule beauté profonde. Fier équilibre siégeant au centre d'un crâne, d'un thorax et d'un bassin sereinement conformés. Camilla était une architecture noble, austère dans la volupté comme un palais de Vignoles. Je ne l'ai tout à fait compris, et bien amèrement, que beaucoup plus tard, quand j'ai passé par l'Italie. Pourtant, tout de suite, j'avais su que sa vertu dernière s'accordait aux accents graves de ma guitare. Quand je voyais ses pieds et ses mains, je bénissais la cruauté de sa famille, qui, depuis 3 siècles, foulait les Indiens pour assurer la perfection du loisir dans des doigts aussi justement délicats et fermes. Et d'ailleurs, les Indiens étaient foulés auparavant, toutefois selon leurs lois indiennes, et ils le seront encore selon on ne sait quelle loi. Les doigts de Camilla étaient admirables au piano. Elle me fit connaître la musique d'Europe, que j'ignorais presque entièrement. Là encore, je manquais de perdre le sens, et il me fallut bien du temps pour me ressaisir. Alors je pus moi-même lui servir ma science, qui était du chant indien. J'avais longtemps erré sur nos hauts plateaux, recueillant les débris déchirants d'un art qui était le secret même de cette terre insensée, perdue dans la démesure. Mais il n'est pas de démesure qui ne soit encore mesure de la race des hommes errant entre les extrêmes de son ère. Camilla fut bouleversée, et enfin, elle connut cette race au milieu de laquelle vivait sa race. Et moi, je la connus mieux, alors que Camilla, par tout ce qu'elle m'apprenait de son côté, manquait de m'en faire perdre l'empreinte. Ce furent des heures bouleversées, assaillies par des vents impétueux, comme ceux qui venaient frapper les fenêtres fragilement fermées et suspendues sur le vide du précipice indien. Il serait vain de nier que j'étais dévoré de désirs. Mais d'autres forces me dévoraient depuis toujours, qui pouvaient lutter comme un contre-feu contre ce feu. J'étais laid d'une laideur abjecte, voué au putain du plus bas étage. Et théologien et musicien, je savais tenir mon regard et je m'y étais encore exercé avec une merveilleuse cruauté auprès de Concepcion. Je méprisais les femmes autant que le faisait le père Florida. Et quand je m'étais dit, la première fois que j'avais vu Camilla, et pourtant, il n'y a pour habiter ce magnifique palais, au milieu de la puissance radieuse des lignes, qu'un futile petit oiseau encagé dans quelque recoin. Ce n'était point parole en l'air, et tout le charme de Camilla était en un instant aussi bien désolé que pour elle, celui de ma guitare quand elle levait les yeux vers ma bouche ignoble. Mon désir pouvait aussi se disperser et s'atténuer au milieu des autres sœurs Bustamante. Elles étaient toutes belles, et leur rassemblement prodiguait l'idée affolante que la beauté est toujours différente et toujours pareille. Peu à peu, je m'assoupissais dans une alternance épuisante de remèdes et de poisons. Augusta, qui avait épousé Belmez, semblait faite d'innocence, d'une innocence indescriptible qui surpassait l'image de son accouplement avec le docteur. L'ayant vu, on ne voyait plus en celui-ci que le représentant éphémère du genre mâle,
dénué du pouvoir de faire une tâche. Il me fallait le supporter quelquefois, ce qui ne me souriait guère, car les personnages ridicules ne sont longtemps amusants qu'au théâtre. Belmez était de ces gros hommes qui sont fats à force de contentement intestinal. La santé de bœuf dont ils jouissent leur fait croire qu'ils sont taureaux, et bien plus leur donne de la prétention intellectuelle. Belmez avait passé avec régularité tous les examens de la médecine et de la maçonnerie. Aussi regardait-il les femmes et les hommes comme choses faciles à mâcher. D'autant mieux qu'il avait entendu dire qu'il y a aussi la ruse. Et clignant de l'œil, il pensait bien non seulement comprendre, mais tromper tout le monde. N'avait-il pas réussi, lui, bourgeois ordinaire et médecin dont le cabinet n'était somme toute qu'une boutique, à s'introduire dans la famille Bustamante? Ne régnait-il pas en époux assidu et prolifique dans le lit d'une des 4 plus belles personnes de la passe? Et en plus, ne la bernait-il pas avec toutes ses clientes qui en valaient le risque et les femmes de plusieurs frères de haut grade? Comment était-il entré dans tant de flatteuses commodités? Ce sont là les secrets idiots de la maçonnerie, dont je n'ai goûté la saveur que beaucoup plus tard. Belmez avait jeté son dévolu sur moi et sur Jaime. Qu'avait-il au juste obtenu de Jaime dans les premiers temps? Je ne le savais pas. Et mon ignorance, peut-être justifiée par le néant des faits, était seule à me donner un peu de considération pour le docteur que, par ailleurs, je réprouvais comme la seule trace de vulgarité dans un cercle où, sans lui, il n'y aurait eu que du charme gai, de la brillante simplicité. Je lui en voulais plus de jeter par instant une ombre sur la paisible lumière d'Augusta que de déflorer quelquefois pour une soirée entière, par un seul mot, une idée au corps de femme. Rien de plus vexant que de rencontrer un sot dans ce jardin de chair et d'esprit où je me serais voulu seul. Belmez forçait la porte du salon de Camilla de loin en loin, où pourtant on lui avait interdit d'entrer, pour me parler du pimandre, en barrant la taille d'Augusta d'un moignon vainqueur. Par l'éclat tempéré, le dehors presque mat de sa sensualité, l'autre sœur se détachait aussi de la figure indéfinie du mari qui lui était lié. Elle recevait le plaisir d'un bel homme comme la terre reçoit la pluie avec une bénévolence énorme que rien ne pouvait limiter. Augusta et Rosalba étaient entourées d'une floraison d'enfants comme d'angelots protecteurs. Quant à la dernière sœur, qui n'était pas mariée, c'était autre chose. Elle vivait sans défense, sans sauvegarde d'enfants et de mari, dans l'attraction absolue de Camilla. Cette attraction, s'exerçant sur un être qui méritait peut-être de vivre par lui-même, me parut injuste. Et c'est dans le spectacle de cette Isabelle tout anéantie que je trouvais vraiment la force de résister au prestige de la beauté de Camilla, qui après tout n'était que celle d'une femme. Je voyais Isabelle souffrir auprès de Camilla, d'un mal adoré et irréparable. Bien qu'aussi belle dans sa structure essentielle, elle le paraissait moins parce qu'elle avait renoncé depuis toujours à ajouter de la beauté à la beauté. Elle avait ressenti comme un vain sacrilège d'être alors que sa sœur était déjà. Et c'était à peine si elle s'admettait comme un écho très soumis, très humblement lointain. Je m'approchais d'Isabelle avec l'espoir que je croyais caché de prendre en défaut un abandon si entier. Je me demandais si ma sollicitude ne lui arracherait pas quelques cris de révolte contre sa sœur, ou tout au moins un aveu de la situation. Mais elle était prévenue contre de tels projets, et elle y opposa une fin de non-recevoir, préparée avec un art méchant et impeccable. Elle cachait ses seins dans une hallucination de nonne. Mes attentions furent si exactement découragées qu'elles périclitèrent, et entraîné par Isabelle même, je retombais sous le charme direct de Camilla. Tout cela m'avait beaucoup fait oublier Jaime. Le fait était que, depuis la mort de Don Benito, nous nous étions écartés l'un de l'autre. Quand il avait pris le pouvoir, sans grande difficulté, il m'avait fait venir et m'avait dit son embarras. « Tu ne veux pas être ministre? Tu n'accepteras pas d'argent. Voudras-tu seulement une prébende ?» Lui pensait comme moi qu'il fallait qu'au moins un de ses fidèles ne fût souillé par aucune récompense, et celui-là ne pouvait être que moi. Il y avait là une nécessité profonde, car le sang de Don Benito était sur mes mains encore plus que sur les siennes. Cependant, au bout de quelques mois, arrivèrent d'Espagne 2 ou 3 magnifiques guitares qu'un envoyé spécial avait achetées à la famille d'un artiste andalou mort récemment, qui était autrefois passé par l'Amérique et que j'avais vanté à Jaime. Ce que Jaime faisait au pouvoir ne m'intéressait guère.
Pourtant, sa personne ne pouvait jamais être oubliée par moi, plus que quelques semaines. Aussi, il ne se passait pas de moi que je n'arrivasse à son palais vers la minuit. C'étaient les soirs où, par une convenance secrète, il était libre. Alors, pendant 2 heures, il m'écoutait, moi et ma guitare. Je préludais par quelques notes et je me mettais à parler de ce qui semblait fort loin de la politique. Il avait horreur des livres parce qu'il les croyait morts, comme ceux qui s'y tiennent. Et du reste, il était trop tard pour qu'il lût cette suffisance d'ouvrage qui fait que les bons esprits sont enfin délivrés et ne touchent plus la chose écrite que comme promeneurs méditatifs, ils remuent du bout de la canne un caillou sur leur chemin. Je lui racontais l'histoire du monde, composée pour lui sans effort. Mon esprit entrait de toute éternité dans le sien et n'avait qu'à se montrer avec grâce et légèreté pour y trouver son lieu de fécondation. Je lui disais une chose, et je me doutais que lui, qui ne me manifestait jamais aucun plaisir, ni même beaucoup de confiance, en ferait quelques jours autre chose. Et souvent, dans ce pressentiment, ma guitare marquait des accents qui détonnaient avec mes propos. L'idée me vint que je devais rapprocher les 2 êtres qui retenaient mon attention dans la vie. Cela n'était pas commode. Camilla appartenait à une des plus grandes familles. Or, les grands tenaient pour la plupart au parti des Rouges vaincus par Jaime dans la personne de Benito. Et voyant Jaime rechercher la faveur populaire, vivaient à son égard dans la plus hostile réserve. Mais Camilla n'avait-elle pas l'habitude d'agir à sa guise et n'était-elle pas assurée de l'indulgence des siens ? Chapitre 2. Jaime voudrait-il voir Camilla ? Il avait fait revenir Conchita à La Paz et l'avait installée dans une assez belle maison, tout près du palais. Elle semblait entièrement domptée tant par la correction féroce et l'emprisonnement qu'il lui avait fait subir que par le triomphe auquel elle n'avait jamais cru. Elle avait remporté pourtant une victoire de son côté. Il ne l'avait pas tuée. Elle en concluait qu'il ne la tuerait jamais. Mais ce sentiment resta longtemps secret dans son cœur. Pour le moment, elle admirait Jaime et était fière de lui. La gloriole lui plaisait plus que l'argent. Sa nouvelle maison était aussi sale que ses taudis d'autrefois. Les mégots de ses cigares faisaient toujours des trous dans les tapis et dans les robes qui traînaient partout, fanées, à peine essayées. Elle mangeait, buvait, engraissait et se plaignait que Jaime ne vînt pas assez souvent lui faire l'amour. Il semblait plus amoureux que jamais, et c'était lui qui souffrait vraiment, à certains instants, de la brièveté de ses visites. Mais il avait pris le pouvoir avec un sérieux surprenant. Il n'aurait pas privé ses ministres d'une minute d'audience et il recevait une quantité incroyable de solliciteurs qui accouraient du fond des provinces car le bruit s'était vite répandu de sa simplicité et de sa bonté. Il faut dire qu'il avait l'aumône aussi facile que le coup de pied au derrière et que l'astuce veillait derrière les licences de sa générosité car la lâcheté et la bassesse dont avaient fait preuve les fidèles de Don Benito, de même que la rapacité de ses propres partisans, lui en avaient appris long sur la façon dont les hommes se courbent selon les circonstances. Ces traits ne m'étaient revenus que par les on-dit, car je ne me souciais nullement de ses affaires au jour le jour. Une nuit, je me décidai à lui parler de Camilla. « Et pourquoi veux-tu que je voie cette pécore ? Parce qu'elle est belle. Conchita me suffit. Et je ne viens pas te procurer une femme, je voudrais que tu causes avec elle. Par elle, tu te familiariserais avec l'esprit des grands et tu apprendrais à t'en mieux garder. Je les connais, ils me haïssent, mais cela ne fait rien, parce que ce sont des lâches. Combien se sont battus dans l'armée de Benito ? Ils sont trop délicats pour prendre les armes. Ils sont d'autant plus dangereux. Les lâches seront dorénavant tes plus dangereux ennemis. Mais il faut que tu les connaisses au-delà de leur lâcheté. Et d'ailleurs, Camilla n'est pas lâche. Je lui expliquai comment je l'avais connue et les joies dont j'avais été comblé dans cette maison. Si tu t'en fais une alliée, les grands seront déconcertés. Je m'enfonçai un peu sottement dans ce prétexte politique. Il me regarda d'un air goguenard. « Tu es un grand politique. »« Non, je t'aime. J'aime Camilla. Je voudrais unir ces deux que j'aime. »« Je verrai, » dit-il en me congédiant. Mais il ne donna pas suite à ma demande. Je n'en avais rien dit à Camilla, sachant que je risquais fort de la blesser par un échec, la sachant plus susceptible qu'une chatte. Un jour, je trouvai le père Florida chez Camilla. Je ne l'avais pas vu depuis très longtemps, m'étant désintéressé de l'intrigue politique,
Mais je savais qu'il observait l'action de Jaime et, tout en gardant une attitude énigmatique, jouait son rôle dans les conciliabules des grands. Il avait été directeur de conscience de Camilla quand elle était jeune fille, mais elle l'avait envoyé promener depuis. Bien qu'elle allât à l'église et fît ses Pâques, elle proclamait un christianisme romantique, fort sujet à caution. Pourtant, elle le recevait quelquefois parce que la méchanceté glacée et spirituelle de l'homme l'amusait. Je devinais tout de suite qu'il était venu surveiller mes relations avec la belle jeune femme. Et j'avais si grande horreur de son obscène curiosité que je n'eus pas de peine à lui dissimuler ce désir, qui d'ailleurs savait si bien se contraindre. Soudain, il lança « Notre ami Felipe doit beaucoup vous parler de Don Jaime. » Il était l'un des premiers que j'entendais donner au protecteur ce titre respectueux de Don, qu'on ne donne qu'aux membres des anciennes familles. « Oui, répondit Camilla. Il m'en parle et je reste perplexe, car je crois que Felipe est trop pénétrant pour se tromper même sur ceux qu'il aime. Or, il m'en fait des compliments que je ne peux croire, d'après l'idée que moi-même je me fais de l'homme. Il vous le fera connaître et vous pourrez juger. » Le père Florida eut en même temps sur moi ce regard rapide et dénudant qui faisait sa grande force. Ainsi, il avait deviné ma songerie, dont il faisait un plan. Je me demandais si une indiscrétion du docteur Belmez, devant qui un soir j'avais eu le tort de lâcher un mot, ne lui était pas revenue par des chemins détournés, car de son côté, le docteur semblait compter sur ce rapprochement entre sa belle famille et Jaime, qui sans doute se dérobait trop à l'influence des maçons. En tout cas, reprit Camilla, si je voyais Jaime Torrijos, la conversation serait bien difficile, car j'ai horreur de la politique, et il doit être de ces hommes qui ne peuvent parler d'autre chose. Il aime la musique et la danse, murmura le père Florida, faisant allusion à Conchita. Il aime les danseuses, c'est autre chose que la danse, railla-t-elle d'un air détaché qui me sembla faux. Eh, m'écriai-je, il aime aussi les musiciens. Je puis vous dire que s'il les aime, c'est parce qu'il aime la musique. Oui, il y a cela, il est vrai, dit Camilla en me regardant. Elle n'aimait pas que la musique en moi, certes, mais son amitié était terriblement gênée par ma laideur. Pourtant, à ce moment-là, elle commençait à vaincre cette gêne, et sans doute, comme c'était la première fois qu'elle me voyait avec un autre homme, la crainte morale qu'elle éprouvait devant le père Florida l'aida-t-elle à me témoigner une affection plus directe. « Oui, reprit-elle, amenez-le-moi, Felipe. » Je hochai la tête vaguement. « Quoi, ne voudrait-il pas me voir ?»« Il est timide, enfin, farouche. » Bah ! Le père Florida était parvenu à la piquer. Ce que je n'avais pas songé à faire. Quelque temps après, Conchita, qui s'ennuyait parce que Jaime lui interdisait de danser et qui mangeait trop, tomba sérieusement malade. Cela me redonna du courage pour mon projet. Conchita partit à un moment où elle parut aller mieux pour la campagne, et Jaime me fit venir davantage pendant les rares moments qu'il avait libres et qu'il avait passés ces derniers temps auprès d'une maîtresse abattue par la fièvre. Je lui reparlai de Camilla et il accepta soudain de la voir. J'étais ému par cette rencontre. Et je fis entrer un peu de mon émoi dans les nerfs pourtant impavides de mon ami. Il en résulta une mauvaise humeur qui, à la dernière minute, manqua de tout empêcher. Comme pour repartir avant d'être arrivé, il fit volter son cheval dans la rue même où habitait Camilla, rue qui montait assez roidement par de longs degrés. Mais enfin, il entra. Les robes de Camilla étaient d'une simplicité extraordinaire. Celle qu'elle avait ce jour-là n'était qu'un grand tourbillon doux de soie noire qui rêvait non sans langueur autour de la chair de ses seins et de ses reins. Elle n'avait aucun autre bijou que quelques diamants qui enserraient son chignon bas sur son cou. J'eus soudain un sentiment de peur en voyant ces deux êtres l'un devant l'autre. Ils formaient tout mon univers. Et au lieu de me dire que mon univers était de silence et que nulle parole pour le moment n'avait besoin d'être dite, je fus pris de panique et avec une voix altérée, je proposai de faire de la musique. « C'est cela » murmura Camilla. Elle chanta une chanson indienne que je lui avais apprise et Jaime en fut surpris. Il la regardait avec méfiance et l'admiration qui perçait peu à peu restait contrainte. « Pourtant, vous ne connaissez pas les Indiens » jeta-t-il quand elle eut fini. « Non, mais j'ai tort. Vous ne connaissez pas notre peuple. Il ne me connaît pas. » Jaime fronça les sourcils. « Et vous le connaissez » murmura-t-elle. « J'en suis. Ne jouez-vous pas sur les mots ? Vous voyez bien que je suis du peuple. Vous n'êtes pas comme mes cousins. Cela ne prouve pas que vous soyez encore du peuple.
Si je n'étais plus du peuple, alors je ne serais plus rien. Vous seriez vous-même. Il secoua la tête. Il voulait dire quelque chose. Raimé n'est pas comme vous, fis-je, quelqu'un qui s'échappe. Il est attaché. Oui, c'est cela, grogna Raimé d'un ton à demi satisfait. Camilla me jeta un regard d'attention qu'elle reporta lentement sur Raimé. Je suis attaché à tout par la musique. Alors, m'écriai-je trop impétueusement, vous êtes aussi attaché à Raimé? Peut-être. Le silence tomba et nous l'acceptâmes. Je jouais un peu en sourdine pour bénir ce silence qui se révélait comme une convenance heureuse, pleine de promesses. Après la rencontre, j'étais avide de connaître les impressions des deux interlocuteurs. Je partis avec Raimé, qui avoua qu'elle était belle, mais ne consentit pas à rien ajouter. Quant à Camilla, que je vins voir le lendemain, elle ne voulut aussi parler que de la belle prestance du protecteur. « Il a sûrement du sang indien, fit-elle, comme pour se défendre. On dit cela de tout le monde. Je ne crois pas que cela soit vrai. Mais d'ailleurs, il n'y a pas que le sang, il a l'air du pays. Or, sur ces hauts plateaux, depuis 300 ans, nous respirons le même air que les Indiens, venus aussi d'ailleurs. » Raimé revint plusieurs fois, et des habitudes furent prises. Raimé et Camilla se comportaient comme s'ils avaient été avertis de mes intentions, et ils s'efforçaient de bannir de leurs paroles et de leurs gestes tout ce qui pouvait paraître de l'abandon ou de la séduction. Pourtant, le fait était qu'ils passaient des heures ensemble, et ce ne pouvait être impunément. Étant donné le caractère entier de chacun, s'ils n'avaient pas éprouvé de la répulsion dès l'abord, ils devaient peu à peu se précipiter l'un vers l'autre. Cela me paraissait fatal, et j'attendais le développement de cette fatalité. Camilla vivait devant Raimé, et d'un jour à l'autre déployait un mouvement de son corps après l'autre. Elle jouait du piano, elle chantait, elle versait du café à son visiteur. Elle marchait dans le salon, et le terrible mouvement de ses cuisses à chaque foulet répandait dans l'air une influence irrésistible. Elle se penchait à son balcon, et alors c'était la suspension de ses seins au-dessus de l'abîme, tandis que la nuque ployait sous les cheveux bleus agrafés de diamants. Je me faisais de plus en plus petit, et mon cœur était ravagé par une attente et une admiration désespérées. Pouvais-je n'être plus là? Oui, il fallait que je disparusse. Mais ils semblaient craindre l'un et l'autre cette disparition. Chaque fois, ils me recommandaient de venir la fois suivante, et je craignais de fâcheusement brusquer le mouvement des deux cœurs. Il y eut pourtant un moment où je me méfiais de moi-même. Est-ce que je ne m'attardais pas auprès d'eux, faute de pouvoir m'arracher à la contemplation de Camilla? Qui sait, n'était-ce même pas pour retarder le triomphe de Raimé? Ce triomphe, je l'avais voulu pourtant, comme son triomphe sur Dom Benito. Enfin, je manquais un jour de venir à la rencontre commune. Quelques jours après, le grand effort qu'il me fallut faire fut de retourner chez Camilla. Je craignais comme une curiosité impie de la regarder au visage et au corps. Je savais que ce serait pour lui prendre un aveu. Non pas que je crusse que rien de facile eût pu survenir entre mes deux héros, mais j'étais bien sûr que ce qu'il s'était déjà dit devant moi dans le bourdonnement des propos indirects, un instant de silence avait dû le déclarer et de façon irréparable. Elle ne chercha pas certes à me donner le change. Elle me demanda de faire de la musique avec elle, et elle se montra rêveuse au point de s'interrompre et de laisser longtemps ses mains immobiles sur l'ivoire. Je lui sus gré de cette confiance qui apaisait mon scrupule. Je me maintins dans la règle de la visiter de loin en loin, mais je m'abstins du côté de Raimé. C'était à ce seul prix que je pouvais prouver ma volonté d'être discret. Si je les avais vus tous les deux, j'aurais tenu tous les abords de la solitude qui s'établissait autour d'eux et dont il fallait m'exclure au plus loin.